and Africa was carved up in that period thereafter. And it was the fear of the success of Haiti, the success that African slaves could take over, that led to a profound questioning of the identity of what it means to be white. And as Fanon puts it, you know, it was the whites who invented the black, and it was the black then who invented negritude. But the point I want to try and make is that in spite of the terror, the genocide, the killings, the colonization, the land grabbing, and so on, the resource extraction, the massive exploitation that was associated with the rise of liberalism, that all the gains of democracy that are often attributed to liberalism were not a gift of the ruling class. It was not noblesse oblige. It was the result of organized protest, organized struggle to give birth to a real democracy, to give birth to a new world. And that is the crucial issue that I want to raise. That there was an assertion by those who were considered less than human, whether they be women, whether they be slaves, whether they be blacks, whether they be all other forms, that led to the abolition of slavery, to the winning of the vote for women, the assaults on patriarchy, the gains of the black liberation movement, the gains of the working class movements, the gains of the civil rights movements, the gains of movements of sexually oppressed people, and the gains of the anti-colonial movements. And I think it's really important that we won our independence in Africa. We won that. It was not granted. It was through mass struggles. There were across the continent, in every corner, from Djibouti to Dakar, from Cape to Cairo, were organized peasants, workers in their workplace, wherever, who were no longer willing to take on and continue the yoke of colonialism. And as Michel Alexander put it, the whole of America, and I would add world history, can be described as a struggle between those who embraced the revolutionary ideas of freedom, equality, and justice for all, and those who resisted that aspiration. And I think one of the most important contributions that Marx made, and which I think was fundamental to all of his writings, especially in his later years, was an understanding that the cry for emancipation, the aspiration for freedom, was a fundamental aspect of the human being. That you cannot understand, we cannot really express what dialectics means without a fundamental understanding that that is the motive force in history. And that continues today. I think when we talk now about the emergence of neoliberalism, I want to try and draw on the fact that what we are seeing is a repetition, a re-articulation of the fundamental ideological and practical premises of liberalism, hence new liberalism, neoliberalism, albeit in a new period, in a period in which that Samir Amin has been extraordinarily precise in defining. The extreme financialization, the extreme concentration
centralization of capital. Just to summarize some of Sameer's point, he points out the extreme centralization of power, local, international, economic, and military, technological, economic, social, and cultural. In all those dimensions, there's incredible centralization of power. There are only some few thousand giant corporations and hundreds of financial institutions that have reduced the national and international production system to a status of subcontractors. Companies transformed essentially into rent producers. The domestication of the main right and left parties. It is almost impossible to tell the differences between the so-called social democratic parties in the West and their conservative opponents, so-called. It was C.L.R. James, I think it was, who was it C.L.R. James? No, sooner, earlier than that, pointed out that in America we are not voting. I am not voting because we only have one party in two different uniforms. Sameer points out the extraordinary power of capital over media, the production of disinformation, the depoliticization that's associated with that control. The virtual totalitarianism, extreme violence against protest, criminalization of protest, and the existing major ecological challenges that capital is unable to resolve. And I think what we are seeing is a repetition, albeit under new circumstances and new forms, of the pillaging of resources of the global south, the super-exploitation of its people, the maintenance of historical privilege, the suppression of the revolt of the people, and the attempts at recolonization that remains fragile despite the building up of extraordinary military might. And the problem is we're faced with an extreme weakness of struggles that in many ways have remained localized, as Sameer points out, as sort of single issue focus. And many of them get absorbed by the system, giving illusions of reform, but without any substantive change of power. He points out the significant proletarianization of almost all of the population. We talk often about wage workers and we talk about the peasantry, but the reality is, and I think something really important that Sameer was insistent on, that the peasantry and small farmers have become fully integrated into the market system. They have no independent life outside that. And I think one of the things that on the left we tend to be a bit reductionist when we talk about the proletariat. And that is to think that we are only talking about the industrial worker, often the male worker. And the reality is that what we are facing under neoliberalism is a situation in which unemployment no longer exists. Let me say that. Unemployment no longer exists. What has been created, and in Africa we've seen it existing for more than 30 to 40 years, what exists is the creation of the never employed. Those who have no hope of ever being employed until they themselves reconstruct and seize the means of production, the means for creating a new world. And I think one of my reservations about the discussions that we had yesterday was that there was so much discussion about the alternatives, the nature of the economy and the financialization,
but without any reference, frequently, not always, without any reference to the fact that by the nature of dialectics, capital produces its opposition, that there is a huge, albeit temporarily dispersed in different ways, opposition to that. But I don't like the word the opposition, as I said earlier on, that we cannot see ourselves, we cannot see the mass movements, we cannot see those who are engaged in struggles as being the opposition. We are those who are trying to create a new world. We are part of that inheritance that goes back to the days of the opposition to slavery, to the opposition to genocide, to the victory of 1804 in Haiti, the victories of the liberation movements across this continent. We are then inheritors of the struggle to create a new world. Because if we think of ourselves as trying to do that, we see it in the right perspective. That capital and its resources we use to try to criminalize us, to oppose us, to smash these opponents. But it's because we are seeking to create a new world. And if we have that perspective that we are trying to create a new world, we become propositional. We don't become oppositional, which is one of the worst things about the left. It almost has a vested interest in being the opponent, being the oppressed, being the one, oh yes, we celebrate being victims. No, we have to stop that. We have to become proponents to say, what is the new world we want to create? How do we organize to create that? And I think one other final comment. One of the problems with the academy is that there is a tradition that says that we need to think before we act. But the reality is, it is only through engagement in grassroots struggles of the oppressed, of the exploited, it is only through engagement in those struggles that we learn how to think. And until we actually engage as intellectuals with concrete struggles that are taking place, however small, however dispersed, we ourselves will not learn how to think. Thank you. Let me now give the floor to Mr. Taoufik Ben. Oui. Hier, on a parlé de Samir, l'intellectuel, le stratège, mais il y a une autre dimension qui est celle du militant. Le militant qui a des objectifs politiques, qui a un cap politique et qui déploie pour cela tout son talent de savoir, d'analyste,
aussi bien au Forum social mondial que plus tard au sein du Forum social africain. Juste rappeler ce que c'est que le Forum social mondial. Le Forum social mondial est né en 2000-2001 dans le sillage des grandes mobilisations contre l'organisation mondiale, l'émergence, disons, contre le néolibéralisme commercial qui se mettait en place en particulier lors de la conférence ministérielle de l'OMC en 1999 à Seattle, aux États-Unis, et qui a été un grand moment de mobilisation contre la globalisation libérale et contre la libéralisation commerciale. Il y a eu à ce moment-là aussi la création de Davos, et le FSM est venu un peu comme une réponse à cette poussée néolibérale, cette agression néolibérale, et s'est mis en place grâce à un certain nombre de militants latino-américains, mais aussi européens et autres, parmi lesquels Samir, le Forum social mondial. Au départ, donc le Forum s'est voulu dès le départ une alternative et un espace de résistance à l'ordre néolibéral qui agresse la planète. Un conseil international a été mis en place, je crois, en 2001 et sa première réunion a eu lieu ici même à Dakar et à laquelle Samir avait participé, regroupant au départ près de plus d'une centaine d'organisations de différents horizons sectoriels et régionaux. Et le Conseil, c'est un peu l'instance qui discute des stratégies à mener, de la manière dont le processus doit se déployer ici et là, et des priorités de lutte chaque année pour chaque édition du Forum social mondial. Il est régi par une charte connue, la charte de Porto Alegre, qui met l'accent sur un certain nombre de principes. Bien sûr, le caractère démocratique des débats au sein du Forum social mondial, le fait que le Forum social mondial est un espace ouvert à tous ceux qui, bien sûr, se positionnent contre l'ordre néolibéral, mais qui peuvent avoir des positions différentes, politiques différentes. Donc l'espace est ouvert à différentes formes d'organisation, de mouvements, etc. Et nous allons voir que tout ça va être débattu et Samir va avoir des positions sur toutes ces questions. Le fait que la diversité régionale, religieuse, mais surtout idéologique, est garantie au sein du Forum social mondial. En revanche, l'un des principes, c'est qu'il n'y a pas de parti politique. Il peut y avoir des militants politiques, mais de façon individuelle ou au titre d'organisation, mais pas au titre de leur parti. L'un des points qui figure dans la charte et qui va poser plus tard problème, c'est le fait que le forum, en tant qu'espace ouvert et divers, ne peut pas prendre de position commune, mais des militants ou des parties prenantes du forum peuvent prendre des positions en tant que telles, des groupes, mais pas le forum globalement. Le forum donc a émergé à ce moment-là de l'histoire pour être une force de résistance et une force de formulation d'alternatives. Plus tard, au début des années 2000, a été créé le Forum social africain, qui visait bien sûr à être aussi une force alternative, de formulation d'alternatives, une force de résistance, qui visait aussi à faciliter l'articulation entre l'Afrique et le mouvement mondial, le Forum social mondial, et faire entendre la voix des mouvements sociaux africains au sein de ce mouvement global,
étant donné que, dès le départ, c'est vrai, la place des mouvements africains était quelque peu marginale. Samir a eu un rôle important dans ce processus mondial, mais aussi africain. Au niveau africain, il a toujours été là. Il nous a aidés à analyser les enjeux, à dégager des priorités. Et il a toujours participé massivement à travers ses réseaux, ses relations, aux activités du FSA lui-même, comme il le faisait d'ailleurs pour le Forum social mondial. Les priorités qui ressortaient des activités et des actions de Samir au sein du Forum social mondial, mais aussi du Forum social africain. Et il était toujours sensible à l'idée que ces espaces doivent être des lieux pour construire des alliances entre les mouvements populaires et progressistes, condition pour lui pour faire émerger un rapport de force favorable pour le changement et contre l'impérialisme. Ça, c'était une idée maîtresse dans sa participation et dans sa présence à ces espaces. Il mettait l'accent toujours sur la nécessaire solidarité entre ces mouvements, entre l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, pour contrer l'ordre néolibéral, l'impérialisme, mais surtout pour faire vivre l'esprit de Bandung. Et à ce titre, au moment où on faisait le Forum social de Bamako en 2006, alors que plusieurs, disons, prépondérants du Forum étaient contre l'idée qu'on ait des débats politiques sur Bandung ou autre, eh bien, Samir a forcé, il s'est battu pour que le Forum de Bamako soit ouvert par une grande conférence sur les 50 années de Bandung, l'anniversaire de Bandung, et ça a été l'occasion pour lui d'ailleurs à ce moment-là de promouvoir l'idée d'une nouvelle alliance, pour créer l'international nécessaire, l'international des forces populaires, pour remettre en cause l'ordre néolibéral. C'est là où il avait développé son idée de nouveaux sujets historiques. Le nouveau sujet historique se voulait, contrairement au 19e et au 20e siècle, où l'ouvrier, le prolétaire était au centre des luttes. Pour lui, il fallait faire avancer les choses, et le nouveau sujet historique, pour lui, bien sûr, il s'agit des ouvriers, mais aussi des paysans, mais aussi des mouvements qui portent des luttes démocratiques et des luttes pour les droits. Et c'était ça sa façon de reconnaître les luttes citoyennes qui sont devenues très importantes dans les années 80, 90 et 2000. Et il a donc, à ce moment-là, à Bamako, fait émerger ce concept de nouveau sujet historique qui serait citoyen, mais qui serait l'acteur principal pour le nouvel ordre mondial qu'on recherche. Samir a développé tout le long de ce processus du Forum social mondial des positions critiques par rapport au principe même de la charte de Porto Alegre. Sur le caractère ouvert du Forum. Il disait toujours que le caractère ouvert du Forum ne doit pas nous amener à faire du Forum une foire, ouverte à tout. Ce qui est vrai, puisque le Forum devenait un peu un espace ouvert, sans limite et sans âme. Et il craignait que cette notion d'espace ouvert ne permettait en fait non plus au mouvement de se déployer et de travailler ensemble, mais aussi et surtout aux grandes ONG d'avoir
des espaces privilégiés, d'amener leur réseau, puisqu'elles ont les moyens, et finalement faire du forum leur espace. Et le forum perdrait à ce moment-là les ONG, par rapport auxquelles d'ailleurs il avait aussi une autre critique. Il différenciait ce que sont les ONG et ce que sont les mouvements sociaux. Pour lui, il s'agit de deux choses distinctes. Les mouvements sociaux représentent des luttes pour le travail, des luttes pour les droits, des luttes pour les régimes de retraite, des luttes. Les mouvements sociaux, dans son esprit, contestent l'ordre capitaliste. Les ONG en sont l'émanation. Les ONG, pour lui, ce sont des groupes d'intérêt, surtout quand elles visent que la réalisation de petits projets ici et là. Il n'était pas loin de penser que les ONG étaient des mercenaires du capitalisme. Les exactement, les chevaux de Troie du capitalisme. Mais quand même, il savait distinguer parmi cette masse d'ONG celles qui portaient des visions politiques critiques et celles qui n'étaient que des organisations pour mettre en œuvre des petits projets. Et ça, c'était l'une des critiques puissantes de Samir au sein du Forum social mondial, et il faisait tout pour éviter, au sein du Conseil international, pour éviter que les grandes ONG, en particulier internationales, ne prennent le pouvoir sur l'ensemble de l'espace. Il était critique aussi sur la question de la non-participation des politiques. Parce que pour lui, si le Forum social mondial devait être une force, une grande alliance des mouvements sociaux pour remettre en cause l'ordre capitaliste, il n'était pas question d'exclure les politiques progressistes dans cette perspective. Et il y avait un clivage énorme au sein du Forum social mondial par rapport à cette question. Samir avait engagé avec d'autres des relations, par exemple, avec Chavez. Il était en discussion avec Lula et avec d'autres pour tenter de créer des convergences remettant en cause l'hégémonisme américain et l'impérialisme. D'autres, au nom du fait que le Forum ne peut pas prendre de position politique, étaient totalement fermés à ce type de démarche. Et donc le débat a toujours été les pour qu'on s'allie ou qu'on discute avec les politiques et ceux qui faisaient tout pour empêcher cela ou pour, disons, donner une image négative de tout effort dans ce sens. De même, la question des positions communes, le fait que le Forum ne puisse pas prendre de position commune, pour lui, ça affaiblit la portée politique du FSM et que c'est vraiment dommage d'avoir cet espace aussi varié et qu'on ne prenne pas le temps et l'énergie nécessaires pour dégager des convergences politiques qui comptent dans le débat idéologique dans le monde. Et que si on restait dans ce vide politique, on va se transformer simplement en espace de safari altermondialiste où les gens viendraient, parcourraient le monde ici et là pour participer et repartir sans laisser de traces et sans que réellement on avance sur l'aspiration commune d'un autre monde. Il avait aussi un point de vue particulier sur ce qu'on appelait l'ordre néolibéral. Il insistait toujours pour qu'on puisse comprendre ça comme qu'il fallait parler plutôt
de mouvement anticapitaliste plutôt qu'autre chose. Pourquoi? Parce que, bien sûr, le forum est très divers. Hein. Il y a des réformistes, comme il y a des, entre guillemets, des radicaux, comme c'est un éventail politique très large, représentant toutes les composantes de la gauche mondiale. Mais le rapport de force étant ce qu'il est, c'est vrai que le fait de cette diversité et la présence de forces plutôt réformatrices que radicales faisait que, globalement, le forum apparaissait comme une force, non pas sans voix, mais comme une force un peu molle. Et pour Samir, il n'était pas question de participer au Forum social mondial sans faire ressortir cette identité anticapitaliste des mouvements sociaux. Car pour lui, ce qu'on allait remettre en cause, non pas quelques politiques de réforme ici et là, mais bien le capitalisme dans ses dimensions historiques, culturelles et politiques. Pour résumer, pour ne pas être long, ce que j'ai retenu de ce compagnonnage avec Samir dans cette dynamique, il nous incitait toujours, et moi personnellement, puisque j'étais dans le leadership de ces dynamiques sur le continent, il nous incitait toujours à avoir une pensée autonome. Une pensée autonome. Parce qu'il disait qu'il fallait faire attention que même dans ces espaces, entre guillemets, alternatifs, l'impérialisme est présent. Et que, compte tenu de notre faiblesse logistique, organisationnelle et en général politique, en tant qu'Africains, eh bien, on risquait toujours d'être emporté dans ce mouvement et de ne pas faire porter nos voix et nos luttes comme il se doit. Et que l'enjeu est d'être vraiment capable d'analyse, capable d'établir des stratégies et d'être autonome surtout. Il disait que le capitalisme a créé des empires, mais que parmi ceux qui défendaient les empires sans le dire et quelquefois sans le savoir, eh bien, ce sont aussi des gens de gauche. Et on a eu vraiment pas mal de discussions sur cette dimension-là. Et évidemment, pour moi, c'était d'un grand intérêt parce qu'il y avait des clivages au sein du Forum social mondial qui étaient un peu tabous, mais que nous, on vivait de façon quasi charnelle et en tant que force n'ayant pas les mêmes capacités que les autres. Ensuite, l'une des autres leçons, quand le Forum social mondial s'est un peu affaissé, et qu'il voyait un certain nombre d'entre nous regretter le fait que cette dynamique, cette belle dynamique finalement, puisse s'affaiblir de la sorte. Il disait que dans les luttes que nous menons, la finalité ne peut pas être une organisation ou une initiative en elle-même, aussi belle soit-elle. Et qu'il fallait savoir dépasser cela, réinventer autre chose, et que le Forum social mondial, aussi beau l'initiative, aussi belle était l'initiative, est censé, un jour ou l'autre, pas disparaître, mais changer de nature. Et il nous incitait à réfléchir à d'autres formes d'existence commune, à d'autres formes de lutte pour continuer. Merci, j'ai fini. Et j'espère que ça ne vous a pas ennuyé.
Avant que je n'appelle le prochain intervenant, je voudrais ici annoncer la présence de Madame le ministre au cabinet du président de la République du Sénégal, qui est ici ce matin, Madame Pembambo, que nous applaudissons. Donc, sans transition, nous appelons le dernier intervenant de la session, Mahmoud Abachi. Mamdou Abachi, pour 20 minutes aussi, avant qu'on passe... Il n'y a pas de discussion sur ça. Ce sera 20 minutes. Please go ahead. Thank you. It was good that our comrade Tawfiq bin Abdullah has spoken just before me to inform all of us about this epoch of Samir's inner and efforts in bundling the forces, progressive forces, which we call it the World Social Forum. I don't have to speak about this member of the chain anymore. He has described it in details more than I could ever told. But Samir was also keen about the continuation of our efforts. The problem, he has always said and defined very clear, capitalism has reached its autumn, but progressive forces in the world, they have not reached the spring yet. This is a fact. Everybody can see it. And the movement of the World Social Forum, in which Samir was also an initiator and founder, it was just a step forward, and it was that possible at that time. No? But as Tawfiq has said, this open end, this open character of this movement was exactly the weakest point. It could not be able to form the continuation and the sustainability of the movement to step forward. And even after that, and after Samir's death, after we have established the International People's Assembly in Caracas last February, it has overcome one of the weak points, and that is this open character of the movement, that not everybody can just join, and it became a huge discussion forum, but limited to those who know that they are anti-capitalist, not just anti-neoliberalism, which is very, very vague and undefined and can collect everybody and so on. So you cannot have any precise endeavor for an anti-capitalist stepping forward. It was not possible at that time, especially also because of what Samir always said, the NGOizing of the movement, no? Which also has been mentioned by our comrade Tawfiq. So, but as also Samir said, it's still a forum. What we need is an organization. We have to bundle the forces in a very classical way of organization. And therefore, he has written his very famous text, no?
it is imperative to build the Fifth International now. And on this paper I have written an article how to materialize this idea, how to make it not just an idea, but how to realize it, how to implement this huge project. No? So, I mean, that is the internationalism of the 21st century. Everybody calls himself today internationalist, especially all the European left parties. They are internationalists, but they cannot see in their practices of internationalism more than showing solidarity with whatever movement happening in the world, showing solidarity with the oppressed peoples, and so on. Only to that limit is the internationalism. But Samir's understanding for internationalism was an action, not just reaction. How to organize those completely fragmented forces of the left. They are big enough, they are strong enough, they are everywhere in the world, but they are fragmented, and therefore it is not possible to have any common and political heavyweight attitude towards whatever problem. No? So, we started to talk about this idea. My paper was called The Kick-Off. You can find it in the internet. It's just type The Kick-Off, Mamdouh Habashi. And in this paper, I have just counted some of the huge questions we have to face, we have to answer. Questions to build this Fifth International. It's not easy, but it is of utmost necessity. So the questions are huge, and I don't have an answer, and I have always emphasized the answer cannot be given by me or by any group sitting together, but the answers should be found collectively and in an interactive, dialectic way between the organizations collecting themselves and the struggle on the street. This interactive dialectic could help us in finding the answers of these big questions. Second, and very important issue is building the Fifth International, for which Samir has called and of which I consider it his last will, should be taken from us or by us as a process. It is not just an organization we can found whatever in a week or in a month. I think it is a long, long process, and even it is difficult, but it is necessary. There is no other way, and we have to do our homework. Without having that, I think we are not on the correct track. In my efforts, talking with different parties all over the world, in Latin America, in Africa, North Africa, and in Asia, even in Europe, to collect people for this kick-off meeting, we have to consider some balance between the different continents, between parties and unions and other
organizations maybe, and perhaps also personalities of radical left. We have to make this balance, and last but not least, we have to find out how it is going to work, because nobody knows exactly in the beginning how it comes, how it will work forward. The reactions I have met when I spoke about that with many, many parties were very different, but limited to 3 positions. First one, oh, this is a huge effort. No, 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 we cannot imagine. No, and we cannot join such a movement which we don't know if it's going to succeed or not. It's huge. Although they see this necessity. The others were defending their sovereignty. Many parties said, no, we're not going to give up our sovereignty for whatever organization, international or global. So, as if the parties are going to give up their sovereignties in such an organization. Although I have repeatedly said, we do not know how this organization is going to be, which form it take, how are we going to make decisions, how can we make a balance between big parties and small parties, how we are going to make balance between the North and the South. So all these are questions to be answered. But despite that, many parties were just conserving. No, I have reservations. I cannot let us wait until we see success. But the third attitude was the hope-giving one, which is, yes, we shall join, we shall try to find solutions and answers together, and let's go on. So, and that gave hope and still gives hope. They know it is a process and we are going to work it out. Before I close my short contribution here concerning the 5th International of Samir Amin, I just would like to tell you a proverb in our country which came from, this is a proverb of a very famous person or figure in the Arab history, came from Abbasid time. Perhaps the Arabs among you would know Goha. Goha is this figure, a man on which we can tell stories. Goha is the good man, Goha is the idiot, Goha is the comrade, Goha, and whatever. You can tell all the stories about Goha. So this story goes like this. Goha was searching for something in his house, very nervous. And a friend of him came in and asked him, what are you seeking here? What are you browsing for? And Goha, nervous, told him, I have lost my keys. So the friend asked him, okay, tell me, where did you lose your keys so I can help you searching? Goha told him, downstairs in the basement. So the friend astonishedly said, hey, but why are you seeking here? Goha said, because it's dark in the basement. No? So, and you can say whatever you want. We have to search in the basement where it is dark because the keys are downstairs and not here in the forum form. Thank you. Program that we have here.
make sure that as many people as possible can speak. So I will give a 3 minutes to every person who would like to take the floor. The floor is yours. So let's start here. En fait, c'est plus un commentaire de précision qu'une réelle question, parce qu'en ce qui concerne la 5e internationale, je suis assez au point de ce qui devrait se faire et nous travaillons sur ça, sur les forums sociaux aussi, et sur la présentation, en fait c'est sur la présentation de notre amie Firoz. Je voulais juste signaler que l'universalité, telle qu'elle est pensée du côté de la domination et de la suprématie blanche, ne vient pas, elle vient de deux instruments très particuliers, dont se sont d'ailleurs inspirés ceux qui ont écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle vient d'une part de la Déclaration d'indépendance des États-Unis de 1777 et d'autre part de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le concept d'universalité n'était pas du tout ni dans l'une ni dans l'autre des déclarations. C'était plutôt de trouver... et pour preuve, c'est que quand même dans la Déclaration américaine d'indépendance, ce qui est mis en avant, c'est le rôle de l'individu, la place de l'individu, mais non pas comme un élément individu seul en définitive, et dans ce qui est mis en place dans la déclaration. C'est ça qui est mis en avant. Et d'ailleurs, ça pose une question. Le fait que la Déclaration universelle de 1946 se soit inspirée de ces deux instruments pose justement une véritable question sur le concept même d'universalité. Puisqu'au moment même où ces deux déclarations émergeaient, une partie de la population américaine avait été ou génocidée et l'autre partie était maintenue en esclavage. Pareil en France. Donc quand on pense qu'effectivement l'universalité vient d'une inégale application du droit et que une majorité de ces populations françaises et nord-américaines étaient maintenues en esclavage, on voit bien du coup que le concept d'universalité n'est rien d'universel et est quelque chose effectivement, un concept blanc de la domination blanche et de la suprématie blanche. Ce qui fait d'ailleurs que si on doit penser en termes d'humanité à advenir, il faut repenser ce concept de l'universalité et les questionner non pas à l'aune de ce que porte la modernité, l'eurocentrisme, mais à l'aune de ce que portent les différents continents sur qu'est-ce que l'humain, quelle est la place que l'humain devrait prendre dans notre monde. Et donc ça interroge du coup, cette universalité aussi, elle vient confirmer quelque chose, c'est que le monde qui a été construit à partir de la mise en esclavage est un monde qui a pris pour idéologie dominante les éléments qui a plutôt fondé la mise en esclavage, a fondé les éléments de domination qui sont portés par le capitalisme. Et du coup, on est forcé, si on veut vraiment penser l'humain dans un sens universel, il nous faut alors questionner les origines de ce capitalisme et il nous faut repenser le modèle de domination économique par le capitalisme. Parce que dans le capitalisme, on ne peut avoir qu'une inégale égalité, avec une hiérarchisation
Et la première hiérarchisation qui a été introduite dans l'histoire, c'est la politique de la race comme élément de hiérarchiser, avec une hiérarchisation entre les humains. Donc on est forcé, si on veut repenser l'universalisme où l'humain a réellement sa place, on doit repenser les éléments de la colonialité du pouvoir qui se sont construits sur la base du capitalisme, mais aussi les éléments de la colonialité de la connaissance, puisque la connaissance s'est inscrite dans une pensée de la modernité, et donc on va réinterroger cette modernité, et que cette modernité est devenue l'exemple, enfin le patrimoine commun de l'humanité, alors qu'il y a dans les différents pays, dans les différents continents que nous connaissons, il y a une importante réflexion intellectuelle et structurelle qui est extrêmement importante. Et aussi donc, si on veut, j'arrête là, si on veut aussi vraiment travailler sur l'universalité, on doit aussi penser penser la colonialité de l'être, puisqu'on a d'une part des gens, et c'est d'ailleurs intéressant, on voit bien que le capitalisme est tout à fait questionné, on a d'une part les gens qui sont des êtres, avec le 1% effectivement du capital qui est maintenu par quelques personnes, et les 99% de ce qu'on appelle les non-êtres qui n'ont aucun capital. Merci beaucoup. Donc, bonjour, je serai très précise. J'ai une remarque ou bien une question, comme vous voulez, parce que je ne sais pas beaucoup sur le forum. C'est ma première participation. Vous avez parlé d'une proposition au lieu d'opposition. Vous avez parlé d'action, non pas une réaction. Ça veut dire c'est une réflexion, ce que j'ai senti, c'est une réflexion universelle ou bien mondiale. Autrement dit, pour avoir cette proposition, cette force, ça veut dire on doit avoir une force de proposition et non seulement opposition. Dans ce cas, il faut qu'il adhère au niveau de chaque région, pays, qu'il y ait une large population qui adhère à cette proposition. Autrement dit, qu'il y a un acte social qui permet d'adopter la mise en œuvre de cette proposition. Autrement dit, avoir la force aussi pour la préserver et la défendre contre une intervention extérieure, comme l'a dit Samir Amin. Si l'impérialisme ressent qu'il est menacé, dans ce cas, il va utiliser différents moyens pour attaquer n'importe quelle proposition n'importe quelle proposition au profit de la population. Dans ce cas, ma question, c'est comment unir cette force dans un univers où il y a manque de la démocratie. Donc, c'est ça ma question. Comment avoir cette force de proposition? Merci. This is Pabdemba Cham. I think to be fair to our two presenters, I would rather make an address in English, because I was very much thrilled by the value proposition that emerged from your presentation, where you said first that we don't need to victimize ourselves. We need to build a capacity to make proposals. And you said also, the last speaker, that Samir Amin was very much concerned of the fragmentation, because we may have conceptual thinkers that make proposals, but how are we going to build a framework to channel all those things and have traction in operations? Because it takes a system, it takes a contrast system to fight a system. It doesn't take individuals in their own alcove to think and believe that this is going to translate into action. So in order to be practical, because I think I'm a consumer of
the product of conceptual thinkers. So I hate controversial arguments because I think it is weakening us, because we need to build on your proposals. So in order to help doing so, I would like just to give you 3 anecdotes. The first one relates to President François Mitterrand. When he came to Switzerland in Neuchâtel and found me there being a black spot among the whiteys, he walked to me and said, "What's your name?" I said, "My name is Cham." He said, "Oh, you should be from Senegal." I say, "Yes." And he walked and then come back and say, "What are you doing here?" I say, "I'm working here." He said, "If you are working here in Switzerland, that means your country needs you more. That means you are valued here because you are making a difference. Why don't you go and work for your country?" And I told him this was not the time for technocrats to be absorbed because of political rivalries in my country. He walked and come back and say, "Let me tell you something good, young man. You cannot play sitting on the bench. You need to be on the playing field." Which means that if we vacate the place, even if we are good conceptual thinkers, what we produce will be useless. That's number one. And I have experienced it. This is my second anecdote. When at the World Bank, I was invited to participate in the kind of a exercise. They invited the president, the vice president. The president passed it to the vice president. The vice president passed it to my sector, and they say, "Oh, Pap, you may want to go." And I went there. I was surprised, and you could be thrilled by the way the world is led. This was a gathering 3 days at the Willard Intercontinental Hotel in Washington, where they simulated a crisis in the delta of Niger, with rebels capturing the oil fields, and now what would be the reaction of the United States? Everybody was there represented, CIA, FBI, World Bank, IMF, IFC, United Nations, and they simulated a game where you could realize how people make decisions, even decisions to go to war. Because these guys have been able to tap on the other people's mind, on their conceptual thinkings, and then they absorb it as politicians and rule the world. As long as we don't do that, our thinkers will not find the produce of their thinking to have traction in the operations. So we need to create those type of, and this is the type of thing I wanted to advocate yesterday. And the last anecdote is that, the Swiss people are only 8 million. I think in this room we are 2, because I think there is another guy, another compatriot from Ticino that is here. This country is built on consensus. You have several parties that are opposition parties and that are working together in what we call the magic formula. So the balance, the weight of the parties are reflected in the composition of the government at the federal level and at the canton level. And even in Washington, when I was there, the executive director of Switzerland had to call all people he knew to be a Swiss in any capacity to address the issue, say, "Okay, we are having a problem. What you guys do you think about it?" He organized a dinner and everything. We talk, and then he tapped in people's mind, reflect it, and send it back to Bern, where it will help shape Switzerland policy in any direction. So to conclude, what I wanted to advocate here, I told you yesterday, I have never met Samir Amin in person, but every work I have done in cluster development, industrial agglomeration, value chain development was based on his work and Mustafa Kasse's work, Makhtar Diouf, because they demonstrated the way we was disconnected because our economies lacked cohesiveness, economic integration of structures, and so on and so forth. So I urge you guys, don't let your thought and your discovery vanish. We need it. This is the most precious capital
But we need to find the engines and the locomotive to get it flow into the operations and have traction. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Je suis content de prendre la parole pour la première fois à cette tribune à l'occasion de ce séminaire. Oh, I'm sorry. Mon nom c'est Kankwenda, Mbaya Kankwenda. Je suis de l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques, ICRADES, c'est connu sous le nom du ICRADES, basé à Kinshasa. J'ai connu Samir en 1973, au moment où il lançait beaucoup d'initiatives, y compris le président qui était en ce moment-là hébergé encore à l'IDEP et d'autres. Et depuis, nous sommes restés en contact. Je me rappelle qu'il m'a même offert, Bernard est là, de préfacer un de mes livres quand il a vu le manuscrit. Donc nous étions restés en relation. La dernière fois que je l'ai vu, que nous nous sommes rencontrés, c'était en 2015 ou 2016. J'étais venu pour le MAEP au Sénégal. On a discuté longuement. J'ai vu hier, j'ai suivi hier, j'ai écouté ce matin des éloges, directs et indirects, sur cet homme du point de vue de sa capacité d'observation et d'analyse critique du capitalisme mondialisé, du point de vue de son engagement comme militant, comme intellectuel pour l'anticapitalisme mondialisé, penseur, mais aussi militant engagé. Mais toute la présentation que nous avons eue hier et aujourd'hui, j'ai le sentiment, je peux me tromper, j'ai le sentiment qu'on a vu, on a mis en exergue que l'aspect mondial, l'aspect perspective mondiale de Samir. Mais Samir était d'abord un Africain. J'aimerais que nous revenions sur le côté africain de Samir. Parce que c'était beaucoup plus ça que moi je discutais avec lui. Samir a publié beaucoup de travaux sur les pays africains individuellement, sur le continent aussi. C'est même grâce à cela qu'il, avec la perspective mondialiste qu'il avait, qu'il nourrissait sa pensée sur le capitalisme mondialisé. Je crains que nous n'ayons noyé dans nos regards sur l'œuvre de Samir et sur son combat intellectuel et pratique, la dimension mondiale et non ce qui en lui était l'apport de l'Afrique à l'ouverture des horizons du savoir et de la praxis au niveau mondial. S'il vous plaît, ayons les pieds sur terre, sur le terrain africain, sur la terre africaine. Et nous savons qu'il a publié sur le Sénégal, sur la Guinée, sur le Mali, sur l'Égypte, sur le Maghreb, etc., etc. Et même sur l'Afrique australe, etc. Comment pouvons-nous noyer cela? Comment est-ce que nous devenons les porteurs de la pensée Samir, la pensée africaine de Samir dans l'après-Samir? Je voudrais beaucoup plus nous inviter à voir l'impact de Samir en Afrique, dans l'enseignement. Sommes-nous porteurs de la pensée Samir dans nos amphithéâtres? Dans les mouvements sociaux, on a montré comment même la naissance du Forum du Tiers-Monde, Samir, la pensée de l'Afrique, il y a eu des réunions en Afrique, quitte à voir que nous ne sommes pas seuls, il avait une perspective mondiale. Deuxièmement, comment allons-nous en être porteurs dans la pratique politique et dans les mouvements sociaux? Cela est important. Je voudrais me résumer pour ne pas prendre trop de temps, Monsieur le Président, que la perspective mondiale ou mondialiste de Samir, dans ses analyses, dans ses appels, dans son côté militant, dans son côté apport à la pensée mondiale, ne nous fasse pas perdre, ne nous fasse pas noyer le fait que Samir était une contribution africaine au développement de la science mondiale et de l'anticapitalisme mondialisé. Je vous remercie. Merci à nous le rappeler. Nous avons encore quelques séances et nous espérons que, et dans les discussions et dans les interventions,
bonjour. I'll speak in English. I just have a question for each of the speakers. My name is Riaz Tayyab. I'm from the Southern and East African Trade Institute in South Africa and a reader and follower of Professor Amin. So to each of the speakers, Mamadou, you said that the will for us left by Amin was the request for the Fifth International. Could all of you propose steps that this particular meeting can take to actually take it forward? What would you like to see? An endorsement or a statement that people can sign on, because maybe we don't have time to discuss it, but please could you get very concrete about how we take this legacy forward? I'm asking because I fully support it. Thank you very much also for being very short and direct to the point. We still have a couple of minutes, 7 minutes. Maybe I can take 2 more speakers. Il y en a plus, donc je voudrais donc donner la parole aux intervenants pour voir s'il y a une réaction rapide. 2 minutes chacun. On va commencer l'extrême gauche. Alors, merci. Riaz, to respond first of all to your very precise question about the Fifth International. My first comment would be to refer back to Einstein when he said that the definition of stupidity is to make the same answers, to use the same solutions as that which caused the problem. Okay? I think there has been insufficient reflection of the lessons that we should be learning from the first, second, third, fourth internationals, so as to avoid repeating those errors. And I think that that one of the things that really does need to happen is, before any declaration of another international, is a very substantial reflection and self-critique of what have we learned. How is it that we are simply repeating dogmas, or are we doing what Samir insisted upon, and actually thus proved himself to be a true Marxist, was not simply to repeat what Marx or repeat what others made, but simply to try to develop it further. And personally, I think one of the key issues that needs to be addressed is that any form of international formation that may take place has to involve those who are representative of movements, of struggles, of the most oppressed, the most exploited, and so on. It cannot be, let me just say, it should not be an international of vanguardists who proclaim for themselves leadership, but rather to enable the organic evolution of organic intellectuals who are formed in the crucible of real struggles. So that's really a long answer to your very short question. Mireille, merci for your intervention. What I would just like to very briefly say is in an analysis of Fanon's work by Ato Setiotu, he writes, "No one needs the language of universalism more viscerally, and no one speaks that language more eloquently than those who, precisely because of their intimate knowledge of abject exclusion and dehumanization, voice their incendiary fury and self-affirmation in the name of the human."
and he quotes Jean-Paul Sartre, the declaration that we too are human beings is at the bottom of any revolution. Thank you. Thank you very much. Next. Yeah. Okay. There are also some concrete questions concerning what I have said, but I did not want to go deeply in details because I have to limit my contribution. In my paper, which is called The Kick-Off, it is about the call for a first meeting. But this first meeting should have only one target, which is creating a body to maintain the sustainability of this process, because all of us agreed upon the fact that building the Fifth International is a process and it's not a onceable action. So how this process could go on and grow and win in momentum and so on, this sustainability should be maintained by a body who cares for that. And this is the outcome of this meeting. Second, for sure, I agree on what Feroz has said. There is a lot of work needed and required to learn from history, to learn from the first, second, and third, and even the fourth, although I don't need to talk about the fourth international. But anyway, this work needed, there are a discussion required, but I want to draw your attention that this kind of contribution about such history is a never-ending story. We cannot put them in front of our work and say, okay, when we get a consensus and agreement about all these points of history, so we can start work for the Fifth International. If we put it like this, we are not going to step forward a centimeter, because, and I agree upon the necessity of these contributions and discussions and debate, but these could also work during our work in the Fifth International and not before. So this is okay. Sorry. Je pense que par respect à la mémoire et aux aspirations profondes de Samir concernant cette question de l'international, il me semble que l'erreur que nous ferions si on venait à déclarer la création d'une 5e internationale comme cela, cette erreur serait fatale pour l'idée elle-même. L'idée d'une internationale n'est pas neuve dans le discours de Samir, mais il a toujours fait en sorte qu'elle reste à l'état de processus, de moyens de mobilisation, de moyens de créer le momentum politique, de moyens de faire évoluer un certain nombre de concepts, mais jamais l'enfermer dans un cadre rigide, organisationnel, qui ne débouchera qu'à sa mort. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, n'oublions pas que Samir est l'objet de critiques. Et l'objet de critiques, en particulier sur cette question, par les sociodémocrates, par un certain nombre, par beaucoup de trotskistes, par
en tout cas une frange importante de la gauche mondiale sur cette idée-là en particulier. Donc, ne précipitons pas les choses, maintenant l'idée en vie, organisons-nous pour qu'on produise de la substance pour l'alimenter, mais ne mettons pas trop vite d'organisation ou de cadre rigide qui ne ferait qu'exacerber les critiques et tuer l'idée elle-même. Si l'aspiration de Samir, c'est la solidarité entre les peuples, eh bien, faisons en sorte de faire vivre cette solidarité entre les peuples, donnons-lui des contenus politiques variés et combatifs, mais n'enfermons pas l'idée dans un cadre rigide qui la tue et nous serions tous les perdants. Ça, c'est d'un. Excusez-moi, je finis par une proposition. Si l'idée, c'est de continuer ce processus, il y a l'idée d'organiser un forum, disons, qui, l'année prochaine, en 2021, un peu avant le forum de Mexico, pour essayer d'y voir clair, de comprendre ce que les peuples ont essayé de nous dire ces dernières années, de Santiago du Chili jusqu'en Algérie, au Liban, dans le bassin méditerranéen, en Afrique et ailleurs. Nous n'avons pas fait le point pour tenter d'avoir une compréhension de ce que ces mouvements veulent dire dans la remise en cause du capitalisme contemporain. Et je pense que cette idée de forum pour 2021 pourrait être l'occasion de rediscuter, de mettre de la vie encore à nouveau dans cette dimension internationaliste. Merci beaucoup. Il vous souviendra qu'on avait deux autres intervenants hier. Je voudrais aussi leur donner leur minute. Donc je vais commencer avec le professeur Sall. Alors merci. Effectivement, hier, nous avons eu l'opportunité de poser justement ce que le professeur Makonda a montré, c'était que c'était d'un point de vue africain, d'un point de vue du Sud, que Samir Amin a revu non seulement la grille marxiste, mais la grille du système monde. Et je crois avoir essayé rapidement de montrer qu'on pouvait partir de ça et parachever cette œuvre, et que c'était justement la vocation du Forum du Tiers-Monde de mieux se structurer. Et l'appel que j'avais proposé à la suite de ce que Chérif nous avait explicité, c'est que le Forum a besoin de se redéployer, d'abord à partir de la qualité des personnalités qui sont là, donc les ressources humaines que nous avons, et de nous redéployer sous la forme d'une fondation qui œuvrerait à la pérennisation de l'œuvre de Samir Amin, d'abord au niveau des jeunes, pour la redécouverte et la repolitisation de ces jeunes. Donc c'est clair que ce travail est à la fois théorique, mais il est axé sur la tentative de redécouvrir les éléments de nos souverainetés dans une perspective panafricaine. Et c'est ça l'objet du travail. Donc j'ai entendu parler d'opérationnalisation, etc. C'est la question par laquelle on met en œuvre un processus. Ce processus est un processus démocratique. Et dans cette foulée, notre l'emphase, pourquoi dans le cadre du Forum social mondial, le Forum des alternatives était à l'intérieur du Forum, mais fonctionnait aussi en vase clos parce que nous avions une ligne entière capitaliste et panafricaine, c'était qu'on voulait faire poser le point, et c'est ça que Mamadou a essayé d'expliquer, que l'effort tricontinental porté par l'Afrique devait être entendu dans le mouvement de la gauche mondiale, et que deuxièmement, ce mouvement de convergence devrait aboutir à un certain moment vers la construction d'un mouvement plus vaste pour le XXIe siècle. Qu'à défaut, on appelle 5e internationale. Je rappelle qu'elle existe déjà. Il y a des gens qui ont appelé une 5e internationale, en fait, un mouvement plus ou moins trotskisant qui existe déjà. Donc peut-être ce serait la 6e qu'on crée. Toujours est-il que nous avons un comité ad hoc qui travaille déjà depuis plusieurs mois sur la continuation de ce processus. S'il y a des doléances, des éléments, vous pouvez les donner autant à Mamadou ou à moi, on va les ou à Mireille, donc on a tout un comité qui transnational, mais l'effort n'est qu'un effort à long terme, qui va prendre un long temps, mais nous devons surtout faire l'effort d'abord sur ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est le Forum du Tiers-Monde.
Et c'est comment nous allons avoir la chance de vivre au-delà de l'héritage qui a été laissé. Donc sur ça, c'est les enjeux globaux, l'autosuffisance alimentaire, la réforme agraire, la modernisation agricole de nos masses paysannes, l'éducation de ces universités. Ici, cet amphithéâtre devrait être rempli. Nous sommes dans un campus universitaire, donc nous avons une difficulté à aller au-delà de nos cercles, et c'est ce travail réel qu'il faut faire, qui donc atteindre les masses, les repolitiser dans un moment où ils ont été dépolitisés, repousser les marges de manœuvre de l'État. L'État, aujourd'hui désengagé dans l'économie africaine, doit être recouvré, et ça c'est un effort titanesque, et surtout veiller au fonctionnement panafricain, donc contre la géopolitique du chaos, l'insécurité ambiante et l'usage du terrorisme international qui déstabilise et permet le pillage de nos ressources. Voici les véritables chantiers. Si nous ne sommes pas sur ces chantiers, c'est évident qu'ils vont être occupés par d'autres gens. Donc, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone CFA, nous avons le débat sur la Banque centrale. Le débat sur la Banque centrale, à l'époque de la dévaluation, notre groupe a très bien montré que la dévaluation aurait eu lieu. À ce moment-là, si vous vous en souvenez, le président Diouf disait qu'il n'y aura pas d'évaluation. Nous l'avons bien prédit la veille et pourtant, elle a eu lieu. C'est ce qui va se passer de nouveau ici avec cette question de l'éco. Sans le Nigeria, sans le Ghana, ce n'est pas viable. Nous avons besoin d'un projet continental. Donc, personne n'a oublié la perspective africaine de Samir Amin. C'est qu'il la pose dans une dimension mondiale et dans une dimension où nous devons avoir le leadership. Et c'est ça que nous essayons de faire. C'est laborieux, c'est difficile, mais il faut que nous repoussions les marges de notre seul travail pour atteindre véritablement les masses et faire un travail un peu plus avancé. Je vous remercie. Merci. Nous avons M. Zoubdi qui était hier avec nous. Est-ce qu'il est là? Bon, je pense qu'il n'est pas là. Donc nous arrivons au terme de cette première session. Je n'aurai pas la prétention ici de pouvoir résumer la richesse des interventions qu'il y a eu et des commentaires que nous avons eus. Tout simplement rappeler que nous avons entendu depuis hier les collègues parler de Samir l'économiste, de Samir l'intellectuel, le militant, et Samir l'Africain. Il nous a légué énormément. Son legs est incommensurable, mais il faut que nous puissions bâtir sur ce legs-là pour pouvoir proposer des alternatives qui nous permettraient en fait de donner naissance à ce nouveau monde dont il parlait. Et pour ce faire, nous avons entendu ici parler qu'il faut peut-être qu'on passe de toutes ces réflexions-là à avoir des cadres qui nous permettraient de ramener ces réflexions à résoudre les problèmes auxquels font face les Africains aujourd'hui. Je voudrais donc ici vous dire que je vais redonner la parole aux organisateurs. J'ai été tenté en tant que président de pouvoir changer la Constitution et garder la présidence, mais le peuple m'a convaincu autrement, donc je redonne la parole aux organisateurs. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais... Merci beaucoup, Président. Je voudrais réagir un peu par rapport à l'intervention de Pape Demba Thiam, pour pas que les jeunes étudiants te comprennent autrement. Il soulève des problèmes que nous vivons au quotidien. Je comprends parfaitement ce que tu as dit et pourquoi c'est toi-même qui t'es dit je me prends en charge. Je viens assister. Quand on parle de Samir, je ne peux pas être absent. C'est comme ça que tu l'as dit, tu es là, nous t'en remercions. Mais fondamentalement, c'est qu'il y a un mépris de l'intellectuel qui n'est pas au service dans la plupart de nos pays. D'abord, il y a une confusion. C'est des gens cultivés, ceux qui dirigent très souvent. Ils ne confondent pas la définition de l'intellectuel, ses rôles et ses fonctions. Tous les intellectuels ne sauraient être formés uniquement pour les métiers de l'entreprise.
la fonction, je m'adresse aux étudiants, hein, ce qui est le plus déterminant dans une société, c'est la formation aux humanités. C'est la formation aux humanités qui fait l'homme, qui peut aller dans le sens d'un travail pour la souveraineté, comme Aziz vient de le dire. Donc il faut qu'ils le comprennent. Si tu le sais, parmi ces fonctions, on peut parler, comme en parlait Jules Deleuze et les autres, l'intellectuel spécifique. Celui dont l'intérêt supérieur, c'est l'ancrage avec la société et la population. Il existe d'autres formes. Gramsci considérait par exemple l'intellectuel au-dessus des intellectuels, c'est l'homme politique. Je crois qu'il faut qu'on précise. Mais je donne un exemple que nous avons vécu, que j'ai vécu personnellement. Quand j'ai dit, bon, maintenant c'est fini la France, je rentre chez moi. J'étais secrétaire général de l'association des chercheurs sénégalais, je le suis toujours, même si mon association vu une léthargie liée à ce qu'Aziz a dit, la dépolitisation induite par les politiques d'ajustement structurel. J'entre dans le bureau d'un homme que tout le monde craignait dans le pays. Un ministre d'État à la présidence de la République. Ah, vous, je ne vous ai jamais vu. Je dis, monsieur le ministre d'État, je viens d'arriver. Alors vous trouvez, et j'étais encore beaucoup plus jeune, je lui dis, mais arrêtez vos histoires, des chercheurs qui cherchent, des trucs. Alors, mes camarades de bureau, ils me faisaient comme ça. Je ne sais pas à qui tu parles. Non, mais on a demandé une audience au président de la République. Il demande que le ministre nous reçoive, il nous parle de gens qui trouvent et de gens qui ne trouvent pas. Ces contextes, il faut les prendre en charge. Par ailleurs, nous avons organisé ici plusieurs fois avec la présence de Samir. C'est pour dire que nous sommes dans une époque où vous ne remplirez plus d'amphithéâtre. Il faut qu'on le sache. Les jeunes viennent de me dire, mais professeur, nous avons fait toutes les universités, tous les établissements à caractère universitaire. Je leur dis, ne vous en faites pas. Nous les connaissons, nous les suivons, ils sont avec nous. Parce que simplement, il y a qui ne comprennent pas qu'il y a d'autres médiums aujourd'hui. Il faut y aller. J'ai passé toute l'après-midi d'hier, en cherchant à régler des problèmes, en veillant. Je fais un travail de veille. Tout ce que nous faisons est en train d'être diffusé avec une ampleur exceptionnelle. Ça, il faut qu'on décroche un peu pour nous dire que pour parler aux gens, il faut aller là où ils sont. Ça, je crois que c'est très important. Je ne vais pas continuer à développer sur l'intellectuel et ses missions. Mais j'aurais répondu quand même à François Mitterrand qu'il demande aux chefs d'État de laisser leurs intellectuels, leurs techniciens, ceux qui sont préparés pour les métiers de l'entreprise, faire nos propres programmes. Je crois que moi, c'est ce que je lui aurais dit. Mais en mépris, avec l'ajustement structurel, il y a une dépolitisation de la société, une liquidation des syndicats et un abattage des solidarités traditionnelles. Ces questions, il faut qu'on en parle et qu'on essaie de reconstruire tout ça. Et c'est l'énorme travail qu'a engagé Boussambaye ici avec Linda. Nous avons créé un groupe Refondation sur Facebook, mais qui s'étend jusqu'en Malaisie, en Indonésie. Et ils cotisent. Voilà aussi un type d'intellectuel qui cotise. Mais la plupart des universitaires, c'est des petits bourgeois. Non, franchement, c'est des petits bourgeois. Ils nous envoient de l'argent de Malaisie, de partout, et c'est des universitaires qui enseignent dans ces universités. Et nous nous organisons ici avec Demba, qui a créé les samedis de l'économie, qui se fait depuis tous les mois, depuis 7 ans. Ce travail, il est fait, mais il faut admettre qu'il y a encore du travail à faire pour repolitiser les jeunes et la société. C'est pour ça que je ne rejette absolument pas ce que tu dis, c'est une réalité. Il faut qu'il y ait une partie de nous qui répondent à des questions fondamentales. J'assume que le problème pour nous aujourd'hui, ce n'est pas un problème de droite ou de gauche. C'est un problème de régler des problèmes concrets et donner du travail à la jeunesse qui est en train de devenir progressivement une bombe. Moi, je crois que c'est une question fondamentale. L'autre dimension de l'intellectuel, celle qui me paraît extrêmement importante, c'est cette catégorie d'intellectuels qui doit l'assumer, qui est dans le champ de l'idéologie et des utopies. Sa mission, c'est d'ouvrir des espaces d'espérance. C'est fondamental. Ça aussi, nous avons des amis qui s'y engagent. Parce qu'il n'y a plus d'espérance, justement. Cela aussi, c'est un travail que nous devrions faire. Voilà, Monsieur le Président, quelques commentaires. Je termine sur le livre. Ce livre est le dernier livre de Samir.
Ce sont nos amis du CETIM qui sont dans le réseau. C'est le Centre Tiers-Monde à Genève qui nous les donne. Mais tu connais la Suisse, Bernard connaît la Suisse. C'est un État organisé. Même quand vous faites des dons à l'extérieur, il y a une sorte de ministère qui doit le valider et qui doit savoir exactement à qui vous avez donné les ouvrages. Donc chaque fois que nous en recevons, nous prenons des listes, des vidéos, alors pour le donner. Mais cet ouvrage est en train d'être traduit en anglais et nous discuterons avec l'éditeur par notre ami qui est retenu par un grave problème de famille, Anthony Aubin. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Pour le texte sur les intellectuels de Issa Chivis. Issa est un homme âgé, plus de 80 ans, et il est malade. Il m'a demandé de reproduire son texte et de le partager. C'est un texte très intéressant. Je l'ai lu et relu. Je l'ai même traduit. J'ai fait la version française, mais malheureusement, en me précipitant ce matin, je ne l'ai pas. Donc pour les francophones, on va tirer aussi ce document et le partager, mais il apparaîtra également en bonne place dans les actes de notre symposium. Des actes qui seront dans les 5 versions à travers lesquelles nous avons lancé les invitations, c'est-à-dire le portugais, l'anglais, l'espagnol, le français et le swahili qu'on va rajouter. Merci beaucoup. L'arabe, l'arabe, oui. Ah, elle, sinon. Oui, oui, je l'ai vu, je l'ai vu. La liste. Je l'ai vu. Non, oh, non, 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 ça, je n'ai pas oublié. Oh là là, je l'ai fait sur les télés. Il veut la liste des noms. Non, non, je vais lui parler. Donc je lui dis ça. Il y a des critiques qui nous ont faites à l'époque. C'est dommage que l'autre n'est pas là, ne soit pas là. Hier, je l'ai vu rapidement. Mais à l'époque, les jeunesses militantes nous reprochaient toujours nos positions confortables d'intellectuels en dehors des luttes populaires, à Samir et à moi-même. Nous avons fait une très grande rencontre. C'était à la salle Ousmane Sosé Diop, l'amphi Ousmane Sosé, ce qu'on avait appelé les soirées militantes. Et j'étais à côté avec Samir. Et quand Samir est intervenu, je lui ai dit, écoute, tu interviens, les gens vont effectivement t'attaquer, et puis maintenant je viendrai peut-être pour, s'il y avait des explications complémentaires, les donner. Mais je ne reviens pas sur ce débat, parce qu'il est encore actuel. C'est-à-dire, quand, disons, nous travaillons précisément comme intellectuels, mais il faut qu'on le fasse, comme étant ce qui devance précisément l'action. C'est notre mission. Mais alors, il y a une autre. Quand est-ce que précisément nous allons faire en sorte que les idées atteignent les masses? Ça nous renvoie à des formes organisationnelles. À l'époque, on nous reprochait, oui, mais votre position est trop confortable, vous nous dites ce qu'il faut faire, mais vous ne venez pas le faire avec nous, à travers précisément nos organisations. Surtout à l'époque, il y avait des organisations de gauche qui étaient multiples. Nous avions AGI qui venait de naître, il y avait la LD qui était là, le PAI avec ses problèmes, etc., etc. C'était difficile précisément de dire, voilà la voie des luttes populaires, sans qu'on soit effectivement dans les organisations. Mais le problème reste toujours. Le problème reste toujours parce qu'il ne faut pas qu'on ait peur de cela, mais il faut qu'on l'assume. Mais cela n'a rien à voir avec la léthargie actuelle des intellectuels. Je pense avoir fait un article, il y a encore peut-être 15 jours,
j'ai dit c'est un article taquin. C'était pour dire au fond où sont nos intellectuels par rapport aux situations concrètes que nous vivons. Quelles sont les solutions concrètes qui peuvent être effectivement aujourd'hui appliquées pour nous sortir des situations dans lesquelles nous sommes. Ce serait très confortable. Ce serait très confortable pour nous, évidemment, de dire nous sommes en dehors de ces luttes, mais être dans ces luttes, c'est aussi être aux endroits où on lutte. Et c'est extrêmement très important. Je crois que cette problématique-là, il faut quand même qu'on l'intègre. Et ça va nous amener peut-être à une critique du fonctionnement de nos partis politiques. Alors, ce serait peut-être trop long, je m'excuse, mais je disais simplement, au moins, apporter ce témoignage. C'est pas la peine, c'est de la taquinerie. Pardon. Oui, pardon, excusez-moi. J'ai demandé la parole, mais il ne m'a pas vu. J'ai levé la main et il ne m'avait pas vu. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, réagir parce que... Pardon. Oui, je suis Aïcha Maherzi, de l'Université de Toulouse, et présidente de la Mondial Association for Peace by Education. Donc ça rejoint tout à fait votre idéal et le mien. Alors, je voudrais juste réagir en dernier lieu, je m'excuse de prendre une minute encore, sur ce qu'a dit ce débat sur la dénition des intellectuels. Je ne citerai que un petit livre fantastique que je vous recommande vivement, si je peux me permettre. C'est le livre d'Edouard Saïd, du disparu Edouard Saïd, qui est vraiment, pour les jeunes qui ne l'ont pas connu, un très très grand homme, américano-palestinien. Et ce petit livre, par rapport par exemple à ce qu'elle a écrit sur l'impérialisme, son livre sur l'impérialisme est immense et nous donne beaucoup de leçons vraiment pour notre avenir et celui des générations qui nous sont confiées. Mais concernant les intellectuels et le pouvoir, c'est vraiment un livre qui analyse pourquoi les intellectuels ont été déclassés, pourquoi cette dépolitisation des intellectuels, parce qu'il y a une pression du capitalisme sur ces intellectuels qui sont considérés comme un danger, mais vraiment un danger réel pour leurs intérêts. Il y a cela, et ils ont rendu, par leur travail acharné, insidieux, et en même temps explicite, sur ces intellectuels qui, nous le voyons aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ne méritent même pas le nom d'intellectuel. Parce que ce que dit Edouard Saïd, c'est que la définition de l'intellectuel, il dit, un intellectuel c'est celui, pas seulement qui pense, mais c'est celui qui dénonce. Et moi je rajouterais juste une chose, je dis l'intellectuel c'est celui qui pense, qui dénonce et qui agit. Et c'est ce qu'a fait Samir Amin. Je vous remercie et excusez-moi.